Bonjour Arnaud Pedron. Bonjour. Arnaud, le restructuring, un métier passion, un métier de passionné? Alors pour moi, un métier de passionné, c'est-à-dire un métier engagé qui nécessite une certaine curiosité et une ouverture d'esprit. Nous ne sommes pas encadrés uniquement dans une matière, mais plus dans plusieurs matières. Effectivement, le droit des entreprises en difficulté, le droit des sûretés, le droit social, mais aussi les financements. Et donc ça nécessite de vouloir vraiment s'accrocher à un dossier au cas par cas. Chaque situation est différente et pour moi c'est un métier de passionné. Aujourd'hui, quel est le dossier, si vous deviez en citer un, dont vous êtes le plus fier? Alors c'est un dossier que je suis toujours actuellement pour des clients polonais. C'est le dossier de la reprise de Gaz Liquéfié Industrie en 2019. Gaz Liquéfié Industrie, c'est une société qui fabrique des citernes de gaz, des bonbonnes de gaz, des bouteilles de gaz. Et j'ai travaillé pour des clients polonais, le groupe Chemet. Et nous avons réussi à emporter cette offre de reprise, puisque c'est en plan de cession, la reprise de Gaz Liquéfié Industrie en plan de cession. Nous n'étions pas du tout attendus, nous sommes arrivés au dernier moment et nous avons réussi à convaincre le tribunal, l'ensemble des organes de la procédure, avec un business plan solide. Et cette offre de reprise a été choisie par le tribunal de commerce de Paris en janvier 2020, a permis de sauver quasiment 100% de l'emploi, et quand je parle 100% de l'emploi, c'est 502 salariés sur 504, dans l'industrie, avec 2 usines en France et 15 sites en France. Et depuis, le groupe Chemet est devenu le premier européen de la fabrication de bonbonnes de gaz, de citernes de gaz, mais également pour l'activité de service, pour tout ce qui est citernes de gaz. Et c'est une activité qui est désormais stratégique. Et pour moi, c'est un très beau dossier, un très bel exemple de reprise de notre entreprise en difficulté à la barre du tribunal. Et s'il y avait un dossier où vous aimeriez pouvoir changer quelque chose? Alors, pouvoir changer quelque chose, oui. Pour moi, c'était le dossier Blade, aussi l'année dernière. Blade, c'était la reprise de Blade Shadow. En fait, Blade Shadow, c'est une solution logicielle pour les gamers qui permet en fait aux gamers de pouvoir jouer sur des logiciels et des jeux très compliqués et très lourds en capacité. Donc, Blade Shadow permettait aux gamers de pouvoir jouer sur des petites tablettes, des petits ordinateurs pas chers, mais avec tout dans des data centers. Et donc, j'ai fait une offre de reprise pour le CTO de Blade, qui s'appelle Jean-Baptiste Kempf, qui est une figure de l'open source. Et nous sommes associés avec le groupe Iliad, donc avec Xavier Niel, et en face de nous, nous avions OVH. Et malheureusement, malgré l'avis positif des salariés, malgré l'avis positif du juge-commissaire, notre offre n'a pas été retenue. Et c'est pour moi un gros regret, puisque je pense que nous avions la meilleure offre, le meilleur business plan. Et s'il y avait des choses à refaire, j'aurais peut-être fait les choses différemment. Mais c'était un dossier qui a nécessité une mobilisation rapide, trouver des financements de manière très rapide. Mais c'était un très très beau dossier en même temps, puisque j'ai pu voir des figures comme Xavier Niel et Jean-Baptiste Kempf présenter un dossier à la barre du tribunal, avec juste ce regret que nous n'avons pas été choisis. 2 ans après, quel bilan tirez-vous de votre arrivée chez Franklin? Alors, une grande différence par rapport au précédent cabinet, puisque je revenais de chez Tage, Deloitte Legal, qui s'appelle maintenant Deloitte Société d'Avocats. C'était une très belle expérience de quasiment 20 ans. Et j'ai quitté Tage pour arriver dans un cabinet Franklin qui est très entrepreneurial, où en fait on voit qu'à tout moment il peut se passer quelque chose. Il y a beaucoup de cross-selling. À chaque fois que je croise un associé, c'est pour discuter d'une opportunité d'affaires. Donc il y a ce côté entrepreneurial qui m'intéresse énormément et que je trouve vraiment encourageante et motivante. Et une bienveillance au sein du cabinet, un fonctionnement très différent d'un gros cabinet comme Deloitte et Tage. Et donc je suis super satisfait de cette arrivée chez Franklin. Tout le monde attendait un tsunami du restructuring en 2021. Quelle est votre vision pour 2022? Alors moi, comme les autres, je parlais de tsunami, hein, la mer se retire, la grosse vague arrive. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la mer s'est retirée, mais la vague n'est pas revenue. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po ou Saint-Cyr pour comprendre que quand la mer se retire, elle revient forcément. Donc ce qui va se passer, c'est que on retourne petit à petit à nos statistiques d'avant.
il ne va pas y avoir de vagues, il ne va pas y avoir un mur de faillite. Et encore, je dirais, heureusement pour nous, pour notre activité, je vais expliquer pourquoi. Mais je pense qu'en fait, on va revenir à un niveau d'avant 2020 à partir de 2023. C'est-à-dire qu'en fait, là, en 2022, on va revenir au niveau de 2020. Et en 2023, on va revenir au niveau de 2019, peut-être 2018. Pourquoi, pour nous, c'est plus intéressant de ne pas avoir cette vague parce que, en fait, une bonne partie de notre activité repose sur ce qu'on appelle le distress M&A. Le distress M&A, c'est la reprise d'entreprises en difficulté. Et pour ça, il faut qu'il y ait des investisseurs, il faut qu'il y ait une croissance, il faut donner envie aux investisseurs de reprendre des entreprises en difficulté. Si vous avez une crise totale avec une vague énorme de faillites, comme c'était un peu le cas en 2008 par exemple, dans des précédentes crises, vous ne trouvez pas de repreneurs, puisqu'en fait, il n'y a pas un contexte de reprise qui est là. Alors que si on revient petit à petit à la normale avec des statistiques normales de nouvelles procédures collectives, au contraire, on est dans un microcosme et dans une ambiance moins détériorée qu'une véritable vague de faillite. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une croissance qui revient et donc un appétit d'acquisition de la part des investisseurs. La France a transposé la directive européenne sur les entreprises en difficulté. Est-ce que ça va avoir un réel impact sur les dirigeants ? Alors, sur les dirigeants, oui, à plusieurs niveaux. Alors, je vais commencer par les dirigeants, parce que le dirigeant, pour moi, c'est à la fois dirigeant patron et entrepreneur individuel, et grand patron aussi. Donc, si on commence, par exemple, les dirigeants, les petits patrons, les dirigeants, les entrepreneurs qui ont des petites entreprises, pour eux, en fait, on a fait en sorte que si, par exemple, ils sont garants, on protège plus leur intérêt qu'avant. Donc il y a plusieurs mesures, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a plusieurs mesures qui font en sorte que l'intérêt des garants est bien mieux protégé avec cette réforme qu'avant. Autre élément important, c'est le rebond et la seconde chance. Cette directive voulait à la fois rendre le droit des entreprises en difficulté plus efficace, mais cette efficacité suppose aussi plus de rapidité. Et la pire des tortures, comme dans l'époque de César Birotteau, la pire des tortures dans la défaillance, c'est la longueur, c'est laisser aller les choses, faire que ça traîne. Et donc, en fait, on favorise l'ouverture des liquidations judiciaires simplifiées, donc des liquidations judiciaires qui ne durent pas longtemps. On a retiré les conditions de seuil et ces petites procédures seront beaucoup plus rapides qu'une liquidation judiciaire normale. Et également, on favorise aussi ce qu'on appelle la procédure de rétablissement professionnel qui évite une liquidation. Donc là, on parle d'entrepreneurs qui n'ont pas de salariés, mais très peu d'actifs et qui sont de bonne foi, pas récidivistes. Et bien, ces entrepreneurs-là, on va pouvoir leur permettre de tourner la page, de passer à autre chose, sans passer par une liquidation, en ouvrant un rétablissement professionnel. Et avec cette réforme, on a favorisé l'entrée dans le rétablissement professionnel. Ça, c'est pour les petits patrons. Pour les grands patrons, ce qui change, c'est que maintenant, avec notamment les nouvelles classes de parties affectées, qui remplacent les comités créanciers, il y a une véritable stratégie à mettre en place. Donc pour eux, ce qui change, c'est de pouvoir anticiper bien plus qu'avant. Parce que maintenant, avec ces classes de parties affectées, il est vraiment important pour les dirigeants de connaître leur environnement juridique, leur environnement financier, savoir qui est créancier dans la monnaie, savoir quel est le créancier qui a une sûreté, sur quel actif, bien anticiper les business plans, faire des prévisions de trésorerie plus régulières, un reporting plus régulier. Pourquoi ? Parce que cette réforme fait en sorte qu'on doit de plus en plus anticiper les difficultés. Et si vous n'anticipez pas en tant que patron, vous risquez de vous retrouver dans des situations beaucoup plus compliquées qu'avant. Et donc du coup, l'anticipation fait en sorte qu'on doit changer nos habitudes. Les patrons doivent changer leurs habitudes et doivent bien s'entourer avec des experts en matière à la fois de restructuring mais aussi de financement. Et donc cette anticipation, ce reporting, faire des business plans détériorés avec des scénarios beaucoup plus dégradés qu'avant, puisqu'on voit que maintenant il peut arriver n'importe quoi comme crise. On a eu le Brexit, on a eu le Covid, on a maintenant une guerre en Ukraine. Demain, il y aura autre chose, donc il faut anticiper. Aujourd'hui, dans ce contexte, comment parvenir à aligner les intérêts entre les différentes parties d'une opération ? Alors, comment aligner les intérêts ? À partir du moment où on identifie un début de difficulté, il est important d'anticiper.
Et donc anticiper, c'est-à-dire ne pas attendre le dernier moment pour discuter avec ces parties. Ces parties, ce sont souvent des créanciers, des partenaires industriels par exemple, des fournisseurs, l'État. Donc ça suppose d'anticiper, ça veut dire ouvrir une procédure de conciliation ou une procédure de mandat ad hoc, donc une procédure amiable. Et d'ailleurs, c'est ce que veut la réforme, c'est d'ailleurs de plus en plus d'outils hybrides, à la fois ouvrir une procédure amiable et ensuite peut-être arriver à une procédure collective. Et donc pour pouvoir recoller les intérêts, il faut donc discuter avec ses créanciers, discuter avec ses partenaires. Ça suppose de pouvoir identifier qui a-t-on en face de nous comme créancier ? Quelles sont les sûretés qui sont détenues par ces créanciers ou les créanciers qui n'ont pas du tout de sûreté. Parce que maintenant, avec les classes de parties affectées, on va pouvoir, avec une certaine flexibilité, segmenter les négociations. Donc il faut clairement pouvoir identifier son environnement et donc recoller les intérêts des différentes parties. Ça suppose de pouvoir discuter, de pouvoir identifier quelles sont les communautés d'intérêts. Et dans les communautés d'intérêt, donc vous aurez les créanciers qui ont des sûretés réelles, ceux qui n'en ont pas. Il y aura l'État d'un autre côté, il y aura aussi les détenteurs de capital, donc les actionnaires qui, eux, ont encore plus intérêt à discuter en amont que d'attendre au dernier moment, puisqu'ils maintenant ils ne pourront plus bloquer les plans. Et donc ma recommandation, c'est vraiment pour aligner les intérêts, discuter en amont, le plus en amont possible, de manière amiable, dans ces outils de procédure amiable qui sont la conciliation ou le mandat ad hoc, pour pouvoir vraiment identifier les communautés d'intérêt. Et après, à partir de là, peut-être convertir la conciliation en sauvegarde accélérée si on le peut dans un délai très court pour éviter une destruction de valeur. Sinon, partir sur une procédure de sauvegarde qui permet après de mettre un plan de sauvegarde dans des conditions optimum et rapides. Mais en fait, encore une fois, c'est l'anticipation et l'identification des intérêts. Peut-on aujourd'hui revaloriser une entreprise par le biais d'une procédure collective ? Alors, revaloriser une entreprise par le biais d'une procédure collective, je ne pense pas. Par contre, il faut être capable de la valoriser, mais en amont. Ne pas attendre que cette valorisation se fasse au dernier moment. Ça suppose de pouvoir bien identifier ses actifs, bien préparer un business plan avec des scénarios dégradés, ne pas hésiter à mettre ces incentives de scénarios dégradés. La valeur de l'entreprise va dépendre à la fois des actifs, mais aussi d'un retour à la profitabilité. Dire qu'une procédure collective permet de revaloriser une entreprise, je ne le pense pas. Par contre, maintenant, avec cette réforme, on va devoir prouver, si on part sur un plan de sauvegarde, par exemple, ou un plan de redressement, que ce plan n'est pas plus préjudiciable pour les créanciers qu'une solution liquidative. Donc ça voudra dire de pouvoir bien évaluer l'entreprise, de pouvoir faire des scénarios, par exemple scénario plan de sauvegarde, scénario liquidation. Donc ça veut dire de connaître la valeur de son entreprise, de savoir comment les choses pourraient se passer dans les deux scénarios. Donc je pense qu'en fait, avec la procédure collective, on ne va pas revaloriser, par contre, on va révéler la valeur. Mais cette valeur, elle doit être révélée en amont, ne pas attendre le dernier moment. Arnaud Pedron, si vous aviez 3 conseils à donner à un dirigeant qui commence à rencontrer des difficultés, ce seraient lesquels ? Alors, les 3 conseils, j'ai envie de dire bien s'entourer, parce que même si on est dans une ambiance où on veut absolument rendre les choses plus simples, force est de constater que cette réforme du droit des entreprises en difficulté complexifie les choses énormément. On est vraiment dans une matière technique qui est faite pour des experts, donc ça veut dire pour l'entreprise, pour le dirigeant qui a une entreprise qui commence à avoir des difficultés, bien s'entourer avec les bons experts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'anticipation. Ne pas attendre le dernier moment. Le droit des entreprises en difficulté, depuis des décennies, a évolué vers plus de bienveillance vis-à-vis du dirigeant. On veut identifier les difficultés en amont, détecter ces difficultés, faire en sorte que les sanctions à l'égard des dirigeants soient moins automatiques, moins fortes, moins nombreuses qu'avant.
Donc le dirigeant ne doit pas avoir peur du tribunal, ne doit pas avoir peur de l'administrateur judiciaire. Donc ça veut dire anticiper. Et anticiper, ça veut dire utiliser les outils qui sont à disposition. Et le droit des entreprises en difficulté, avec sa boîte à outils, a beaucoup d'outils qui permettent en fait d'anticiper et d'en rentrer dans des procédures amiables, des outils amiables, avec un niveau de confidentialité important. Et donc ce deuxième conseil, c'est anticiper et éviter de déni. Le troisième conseil, c'est être toujours, garder sa motivation, parce que quand on est en face d'une difficulté, il faut être véritablement très motivé pour aller jusqu'au bout. C'est souvent un parcours du combattant, mais ne pas lâcher prise. Le mur paraît important, mais le mur peut être toujours surmonté. Alors Pedro, merci. Merci.